Bonjour chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout sur nos plateformes numériques, Facebook, WhatsApp, bienvenue à Vox Hebdo sur Vox TV. Nous sommes ensemble pour décrypter l'actualité sur l'offensive ukrainienne en territoire russe, les vendeurs sommés de libérer l'espace public à Pointe-Noire et le déficit de communication au sujet de la variole du singe qui sévit en RDC. Avec moi, Guy Blaise Sidou, directeur du groupe Fraternité, Spline Arambungu, rédacteur en chef à la radio rurale congolaise, et Albert Mianzukuta, directeur des publications de la Semaine africaine. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de Fox TV. Depuis le 6 août 2024, l'armée ukrainienne mène une opération militaire d'envergure sur le territoire de la Russie, dans la région de Koursk, revendiquant le contrôle de quelques 92 localités sur 1250 km². Une situation jamais vue depuis le début de la guerre qui a commencé le 24 février 2002. Suivant ce reportage. Sur la place rouge, Shaman s'agite aux couleurs de la Russie, devant des milliers de personnes. Le chanteur pro-Kremlin chante pour la victoire. Objectif, galvaniser le sentiment patriotique, alors que l'incursion ukrainienne à Koursk se poursuit. Il est certain que le concert d'aujourd'hui est un soutien non seulement pour les habitants de la région de Koursk, mais aussi pour tous les habitants de notre pays. Tout ce que fait Shaman, toutes ses actions, c'est pour le bien de la Russie. Depuis plus de 2 semaines, l'attaque surprise lancée par l'Ukraine dans la région de Koursk continue de progresser en territoire russe. Jeudi, Vladimir Poutine a agité la menace d'une catastrophe nucléaire. Il accuse l'Ukraine d'avoir essayé de frapper la centrale de Koursk. L'ennemi a tenté de frapper la centrale nucléaire pendant la nuit, a-t-on appris auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ils promettent d'envoyer des spécialistes et de venir eux-mêmes évaluer la situation. L'Ukraine a réaffirmé sa capacité à rendre les coups. Jeudi, les autorités russes ont annoncé qu'un ferry chargé de carburant avait été frappé par un drone ukrainien au large de la Crimée. Kiev dit aujourd'hui contrôler près de 1300 km² de territoire russe à Koursk, des conquêtes qui pourraient être utilisées comme monnaie d'échange lors de futures négociations de paix. Mais dans le Donbass, où l'armée russe gagne quotidiennement du terrain, la question des pourparlers divise les Ukrainiens. Je comprends les mères dont les enfants meurent. Peut-être que pour empêcher mon fils de mourir, j'aurais accepté ces négociations. Mais pourquoi alors tant de pertes, tant de morts et tant de sang? Pourquoi faire? Pour finalement abandonner des territoires et s'asseoir à la table des négociations? Olena habite à moins de 10 km de la ligne de front. Quelle que soit l'issue de la guerre, elle souhaiterait continuer à vivre ici. Si ce village est pris par les Russes et qu'il y a des pourparlers de paix, j'aimerais certainement rentrer chez moi. Mais si ce village est détruit, il n'y aura nulle part où retourner. Comme le montrent les pratiques sur le terrain, il n'y a plus de village, tout est démoli. Pour se préparer à une contre-attaque russe, de nouvelles fortifications ont été érigées. L'incursion à Koursk a permis à l'Ukraine d'enregistrer ses plus importants gains sur le champ de bataille depuis 2022, après des mois de recul. Alors, 24 février 2022, c'est le début de la guerre. Et avant le 6 août, on a constaté comme si la Russie était en train de mener un assaut contre le territoire russe. Mais à partir du 6 août, nous avons vu qu'il y a eu renversement de la tendance. Alors, Albert, est-ce que l'incursion russe, que pensez-vous de cette action? Est-ce que c'est une action qui pourra être durable? C'est-à-dire que la situation est complexe ici. Vous voyez, la contre-offensive ukrainienne vient en quelque sorte contrebalancer dans l'opinion de ceux qui comptent, de ceux qui décident, ce que nous avons vu ici depuis 2 ans, c'est-à-dire sur le terrain, dans le Donbass. Les Russes, je ne dis pas qu'ils ont mené une opération de santé, qu'ils se sont baladés dans la région, c'est pas ça, mais il y a quand même eu une espèce de constat à faire en disant que les populations à majorité russe dans le Donbass n'avaient pas trop mal accueilli l'intrusion des tanks, des militaires, des soldats russes. Donc ce que l'Ukraine a fait
depuis 2-3 semaines est d'autant plus remarquable que ça s'est fait à la surprise de tous, y compris des Occidentaux qui n'étaient pas préparés à voir. D'ailleurs, je pense que dans l'opinion d'une grande partie des décideurs occidentaux, le problème était de bon, quand est-ce que l'Ukraine va tirer sa dernière cartouche, parce que tout le temps c'était voilà, envoyez-nous des armes, envoyez-nous des munitions. Oui, nous avons vu qu'il était en train de chercher des armes, mais qu'est-ce qui a changé pour qu'il puisse avoir comme cette énergie pour percer dans le territoire russe? D'abord, oui, justement, la fourniture d'armements occidentaux sur le terrain. Maintenant, ces armements-là deviennent visibles avec des F-16 qui sont venus, je crois qu'ils sont au nombre de 4-5. Donc, garantir, sécuriser un peu le ciel ukrainien. Et puis, les tanks sur le terrain ont pu bénéficier des approvisionnements en munitions. Donc, en quelque sorte, l'Ukraine s'est sentie garantie de mener une offensive sans craindre que ses arrières soient trop dégarnis. Mais l'Ukraine avait fait sans doute un très mauvais calcul en pensant que au premier coup de feu contre l'armée russe en territoire russe, Vladimir Poutine allait se précipiter et dégarnir son front en envoyant des renforts énormes en Ukraine. Il n'en est rien, il est resté zen, il est resté cool, comme si ça ne s'était pas passé. Et donc là, c'est bon, on va voir ce que les Ukrainiens vont encore inventer, mais nous sommes ici dans une situation complexe. Ok, Guy Blaise, nous avons d'un côté les Russes qui continuent à progresser dans le territoire ukrainien, et nous avons vu les Ukrainiens qui rentrent dans le territoire russe. Est-ce que l'offensive ukrainienne est-elle capable de changer la donne de cette guerre? Merci Chrysostome. Mais je crois que les combats sont visibles. C'est pour la première fois depuis le début en 2022, février 2022, que l'Ukraine a eu à faire cette percée. On a dit tout à l'heure que grâce aux armes reçues par l'Occident, ce qui a permis à ce que l'Ukraine puisse progresser, lancer cette offensive il y a quelques jours. Mais je crois que cette offensive a essayé un peu de bouleverser les stratégies militaires de la Russie. Parce que si on essaie un peu de voir sur le terrain, du côté de Kharkiv et autres, il y a des combattants que l'armée russe est en train de chercher à emmener de l'autre côté pour renforcer, parce que il y a eu plus de 120, je crois, combattants qui ont été surpris à la frontière. Ils ont fui, ils ont abandonné des postes et autres. Je crois que l'armée russe pense là à rééquilibrer la situation au niveau de Kursk, parce que ce qui est de plus dangereux, c'est que il y a des avancées vers la centrale de Kursk, nucléaire de Kursk, une centrale qui alimente la majorité des villages russes en électricité. Est-ce que l'objectif des Ukrainiens, c'est de prendre cette centrale? Je crois que c'est stratégique, parce que si on vous prend l'électricité, on vous coupe l'électricité, c'est comme nous assistons aujourd'hui au bombardement de la Russie au niveau de l'Ukraine. Ils paralysent les centrales et autres, c'est l'obscurité. Mais si l'offensive vise aussi cela, je crois que pour les Russes, ça, c'est quelque chose d'inquiétant. Je crois que le président Poutine en a parlé. Donc là, ils ont renforcé. C'est à 50 km, je crois bien, du front. Ils ont renforcé la sécurité au niveau de la centrale. Et c'est pas des moindres, hein, parce que je crois, c'est à la même époque qu'on avait construit la centrale de Tchernobyl, qu'on a eu à construire cette centrale nucléaire de Kursk. Pour la Russie, ça représente quelque chose. Donc, si cela est le cas, certes, mais nous savons aussi, un des objectifs que l'Ukraine en a, c'est créer une zone de tampon entre l'Ukraine et la Russie. Et qui leur permet, voilà, comme une monnaie d'échange lors des négociations. Exactement. Donc, je crois que leur offensive, on verra ce que ça va donner, mais entre-temps, les Russes aussi ne croisent pas les bras, parce qu'ils savaient déjà, avec la réception du matériel militaire qui venait de l'Occident, ça pouvait créer une sorte de déséquilibre dans le champ de bataille. Ok, Spleen, nous avons vu les troupes ukrainiennes
dans le territoire russe? Est-ce que l'Ukraine a les capacités de se maintenir à l'intérieur du territoire russe? Voilà, c'est toute la question. C'est toute la question et c'est pourquoi il faut relativiser de parler d'une offensive. Il ne s'agit là que c'est une incursion. Et quand vous essayez de mesurer les 1000 km, 1300 km dont on parle, vous aurez à peine l'espace d'un district chez nous. Parce que ça fait 50 km, et puis ça peut faire 20 km de largeur. Vous avez donc 1000 km. C'est comme si on partait de Brazzaville à 45. Qu'est-ce que ça peut représenter face à une Russie aussi vaste? Mais 17 000 km. Mais surtout, avec plus de 700 000 soldats qui sont dans cette opération spéciale, qui est tentée de tourner vers une guerre. C'est maintenant qu'il faut parler de la guerre. Donc, les troupes, pour moi, sont entrées, c'est bien, vont se balader certainement dans Koursk, c'est très bien, mais y rester, ça sera très difficile parce que Koursk, lorsque vous regardez la Seconde Guerre mondiale, représente un grand symbole pour cette guerre que la Russie a appelée la guerre patriotique. Koursk, c'était quoi? C'était cette bataille qu'on appelait char contre char. Beaucoup de chars, des milliers de chars allemands contre beaucoup de chars aussi soviétiques. Mais à la fin, les soviétiques ont fini par l'emporter. Et pour finir, quand Poutine ou l'armée russe demande aux populations de se retirer, ça veut dire qu'il va se préparer, qu'il se prépare quelque chose. Et quelque chose de quoi? Comme quoi? C'est une artillerie qui va bombarder les zones libérées par les populations. Et on ne parlera plus de cette affaire de zone tampon, mais ça va s'inverser parce que c'est Soumy qui sera finalement la zone tampon pour protéger Donetsk, pour protéger Koursk et pour protéger certainement Belgorod. Merci pour ces arguments. Nous mettons donc fin à ce sujet et nous abordons maintenant notre deuxième sujet relatif au déguerpissement des vendeurs sur l'espace public à Pointe-Noire. Ils savent pourtant où mener désormais leurs activités commerciales après cette opération de déguerpissement du domaine public lancée le lundi 19 août par le maire de Mongompuku. Mais ces vendeurs continuent à squatter les abords de la route nationale numéro 1 pour plusieurs raisons. Nos époux ne travaillent pas. Après la démolition du marché central, les vendeurs avaient le choix entre les marchés de l'OCH et de la foire. À Tchétché, les vendeurs devraient occuper les ruelles. Au fond Tchétché, ils pouvaient intégrer les marchés Miambanzila. Chez nous, nous ne savons pas où aller, aucune orientation. Nous sommes les piliers de nos foyers. Nous n'avons encore rien fait pour nos enfants qui feront bientôt leur retour à l'école. Nous demandons aux autorités d'être clémentes en attendant l'aménagement du nouveau site à Vindoulou. Ce retour est intervenu juste après le passage de l'engin sur leurs étals et kiosques. Après le déguerpissement, d'autres vendeuses qui attendent l'aménagement du nouveau site ont suspendu momentanément leurs activités commerciales. Je ne vends plus depuis le lundi. C'est vrai que nous avons démonté l'étape, mais nous ne vendons plus. Il y a d'autres qui sont là, mais de peur vu qu'il y a la police qui circule. On a de la marchandise, mais on n'a nulle part à les vendre. Donc c'est comme un petit traumatisme pour nous aussi. Nous voulons bien qu'ils passent encore nous enregistrer, nous donner une place là où on peut aller s'exercer. Parce qu'être comme ça, là, vraiment, ça ne nous arrange pas. Conscient de ce retour, l'administrateur maire de Mongompuku met en garde tous ceux qui vont à l'encontre des orientations des pouvoirs publics. Nul n'est au-dessus de la loi. Tant pis pour eux. J'ai instruit le commissaire de police de Vindoulou pour qu'il mette de l'ordre là-bas. Ceux qui sont revenus pendant que nous avions fini le travail, les agents de la force publique seront là pour les enlever et tant pis pour eux.
En attendant l'aménagement du nouveau site, certains vendeurs exercent leurs activités dans les ruelles. Alors, nous avons vu comment il y a comme une soit guéguerre ou mésentente entre les autorités et la population, les vendeurs, les autorités veulent que l'espace public soit assaini et les vendeurs se plaignent de ne pas avoir où vendre. Alors, spleen dans cet état d'esprit, de cet état de choses-là, est-ce que le déguerpissement de l'espace public est une nécessité pour nos localités? Et comme c'est initié par l'autorité, ça veut dire que l'autorité veut qu'il y ait de l'ordre. Parce que l'ordre revient à l'autorité. Et c'est ce que nous demandons tous, le retour surtout de l'État. Cet État-là que nous avons vu dans le cas de la ville de Pointe-Noire. Si je peux reculer, un petit recul me rappelle ceci, que Pointe-Noire, c'était à peine 2 marchés. C'était à peine 2 marchés. Il y avait le grand marché et il y avait le marché de Tiétié. À ne pas confondre avec Tiétié. Avec le fond Tiétié. Avec fond Tiétié. Et il y avait un petit marché qu'on appelait Komapon, où vous pouviez vous approvisionner uniquement en légumes, fruits, racines ou feuilles. Mais ces marchés-là étaient ordonnés. Lorsque vous allez au grand marché, au marché de Tiétié, vous saviez où aller chercher telle ou telle chose. Mais aujourd'hui, c'est le désordre. Hier, s'il y avait des petites personnes autour du marché qui vendaient, ça se constatait pendant les vacances scolaires. Et c'était les élèves qui vendaient du sucre, qui vendaient des boîtes de conserve et tout ça, juste pour préparer les rentrées scolaires. Mais tout le monde se trouvait, était devant son étalage et bien installé. Oui, tout le monde était sur son étalage, bien installé à l'intérieur du marché. Mais aujourd'hui, les autorités, qu'est-ce qui justifie ce laxisme? Parce que quand même, quand les gens s'installent hors du marché, ils n'ont pas commencé aujourd'hui pour demander le déguerpissement demain. Mais pourquoi les autorités laissent-elles d'abord s'installer puis venir casser après? C'est tout le péché se trouve là. Et c'est ce qui s'est passé même ici à Brazzaville. Normalement, lorsque vous voulez déménager quelqu'un, même lorsqu'on vous sort d'une maison, mais vous devez d'abord avoir la maison où vous devez rentrer. Donc c'est comme ces personnes-là qui vendent dans les marchés. On devait d'abord aménager un endroit où vous devez être installé. Mais c'est tout à fait le contraire. C'est certainement l'autorité qui a oublié une chose, qu'il y a une explosion démographique, qui a oublié qu'il y a maintenant chômage. Boss Congo n'est plus là, Manu Congo n'est plus là, le port de Pointe-Noire n'est plus là, Plat Congo n'est plus là, la Siditra n'est plus là. C'était pour trouver du travail. Et vendre au marché, c'était certainement pour les personnes qui ne sont pas parties trop loin à l'école, qui se sont arrêtées quelque part. Et c'est ces personnes-là qui vendaient dans les marchés. Aujourd'hui, c'est la débrouillardise totale. À ce moment-là, il faut qu'on leur dise. Après, puisqu'ils ne vont plus vendre, vous avez suivi cette femme-là qui a dit, la rentrée scolaire pointe à l'horizon. Qu'est-ce que les enfants vont devenir? Oui, ils sont en train de se plaindre. Nous passons à Guy Blaise. Déguerpissement, est-ce que les populations ou les vendeurs ou les vendeuses ont le droit de se plaindre? Est-ce qu'ils ont raison de se plaindre ou de faire comme on peut appeler ça la tête dure, d'avoir des réticences pour libérer l'espace public? Oh, je crois que la tête dure, c'est peut-être trop dit, mais je crois qu'il y a un problème de procédure entre l'État. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des espaces pour utilité publique et l'État doit agir le plus tôt possible pour ériger soit des infrastructures de l'État. Maintenant, le problème, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, la procédure. Il faut aussi en tenir compte également du schéma directeur de la ville de Pointe-Noire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas
L'État ne peut pas débarquer comme ça. On sait que c'est l'espace de l'État. Et la nature a l'horreur du vide. La population a dû occuper pour vendre. Mais il faut commencer par la sensibilisation. Demain, les femmes voilà. disent que non, le grand marché est cassé, je crois. Aujourd'hui, il n'y a plus possibilité de vendre. Oui, voilà. Elles vendaient d'abord au grand marché. Au grand marché. À cause des travaux. Elles sont obligées d'aller chercher ailleurs. Voilà. Maintenant, ils vont aller où? Le cas de la dame là qui a parlé, on a des marchandises à nous qu'on a achetées. Imaginez que quelqu'un a déboursé 500 000, 600 000 pour acheter ces marchandises et que vous lui demandez vous le déguerpissez à l'instant. Mais si ce sont des marchandises que nous savons nous tous, qui vont s'abîmer dans 2 ou 3 jours, qui va enregistrer cette perte-là? C'est elle. Mais l'État, quelque part, doit mettre en pratique ses responsabilités. Moi, je pense qu'en cassant le grand marché pour ériger un marché moderne, il devait trouver un espace dans la ville de Pointe-Noire ou dans la commune en question où on devrait dire à cette population-là qui est venue occuper par manque d'espace parce que là-bas, vous avez cassé. Est-ce que à Pointe-Noire, la municipalité n'a pas d'espace pour affecter à cette population-là d'aller vendre? Parce que sinon, ça sera quoi? La création des marchés de fortune dans les ruelles. 2 à 3 ruelles, petits marchés, 2 à 3 ruelles, petits marchés, qui parfois n'obéiraient pas à comment on appelle, la responsabilité que la commune en question veut mettre en pratique dans la rigueur de ce que les populations veulent. Parce que vous parlez est-ce que c'est une question d'être têtu? Non, je crois pas. Okay. Moi, je crois pas que les populations sont têtues, mais répondent à la réalité contextuelle. Parce que l'État, normalement, devrait assurément aménager déjà un espace. C'est même plus plus facile. Bon, on va casser le marché dans 3 mois pour ériger un marché moderne. Oui. Je voulais compléter que l'État ne peut pas manquer d'espace. L'espace peut se trouver dans la loi. Il y a une loi d'expropriation qui existe pour utilité publique. On peut mettre ça en musique. Voilà donc ce que je pouvais ajouter. Ok, alors Albert, déguerpissement de l'espace public, qu'est-ce qui fait courir l'État? Est-ce que l'État a besoin d'avoir une ville assainie ou de chasser seulement les gens qui sont comme hors la loi? Les deux vont ensemble. Je veux dire, l'État a besoin, très certainement, de marchés assainis. Et ça, c'est une nécessité qui s'impose à tous. Pas seulement à l'État en tant qu'institution, mais aussi même à nous, les usagers, les riverains, etc. Nous avons besoin de savoir où commence tel marché, où est-ce qu'il termine, à quel moment il ouvre, à quel moment il se ferme. Donc ça, ce sont des choses très évidentes. Mais moi, ce que je constate, c'est aussi que nous n'avons pas, je crois, la sensibilité dans l'administration de nos villes, la sensibilité de chercher à comprendre quelle est la mentalité de nos populations. Je veux dire, nous avons parlé du marché total ici, de la partie qui est construite à étage et qui n'est pas fréquentée, qui est boycottée même carrément. Mais je constate le même phénomène à Ouando aussi, au marché à étage. Je constate le même phénomène à Dolisie. Oui. Donc ça veut dire que nos populations qui englobent celles qui fréquentent en tout cas journalièrement le marché, qui englobent une bonne partie de personnes âgées au-delà de la cinquantaine, n'adhèrent pas toujours, pas facilement au projet de l'État, même si l'intention est bonne. Je veux dire, vous allez construire Mais justement, à quoi est dû ce sentiment-là? Est-ce que c'est pas les populations ne se retrouvent pas dans les intentions du gouvernement? Ne se retrouvent pas, et très certainement parce que l'État ne s'approche pas d'elle avant de lancer sinon, qui peut être gêné par un beau marché? Je veux dire, personne. C'est d'ailleurs même une garantie quelque part de la netteté, de la propreté, de tout ce qu'il y a et qui combat la maladie. Mais notre manière de faire notre administration est souvent brutale. Elle n'est pas souvent en approche de dialogue. Brutal, voilà, d'ailleurs nous avons entendu ici l'administrateur maire qui disait ceux qui n'obéiront pas, tant pis pour eux, nous allons sévir. Ça c'est un langage qui est
déjà qui suscite aussi la fronde de l'autre côté. Les gens vont se dire, ah bon, vous voulez venir nous tabasser? Ben voilà, nous allons voir. Et on ne règle rien avec ce genre d'à tout prix, ce genre de détermination. Voilà. Est-ce que... Oui, je voulais compléter. Je crois qu'au niveau de Brazzaville, c'est le même département ministériel. C'est le ministère de l'Intérieur. Je crois qu'ici, après le sommet du Trois Bassins, où on a vu comment la ville a été embellie et autres, mais le ministre délégué, le gouvernement avait décidé de garder les villes propres, c'est-à-dire garder nos villes propres. Je crois que c'est un concept que le ministère a mis, mais il y a eu sensibilisation ici à Brazzaville avant que la force publique descende sur le terrain pour commencer à déguerpir les gens. Il y a eu sensibilisation. On a vu des endroits où la population n'a même pas résisté parce que la population a été sensibilisée bien avant. Il faut voilà, libérer tranquillement. Mais pourquoi ne pas faire ça à Pointe-Noire? Je ne sais pas s'ils en ont fait, mais est-ce que c'est à courte durée ou bien ça a respecté les normes? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est la facilité, c'est dans cela, dans la sensibilisation. La population n'est pas dupe, la population n'est pas idiote. C'est la façon à laquelle vous les emmenez, là où vous les emmenez, la population suivra. Spleen, est-ce que ici, il se pose-t-il la question de libérer les espaces ou d'amener les gens d'entrer dans le marché? Parce que faut pas qu'il y ait comme un peu l'imbroglio. Ici à Brazzaville, il y a le marché qui est vide, mais les gens sont à l'extérieur. Mais à Pointe-Noire, s'agit-il de permettre aux gens d'aller dans le marché déjà que les marchés sont encore en construction? Est-ce que il n'y a pas comme une incompréhension entre les autorités et les vendeurs? C'est encore la question de méthode. Ils auraient pu faire d'abord les statistiques pour constater si on engage à supposer une opération pour les faire rentrer à l'intérieur, est-ce qu'il y aura suffisamment de la place? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je voulais plutôt dire ceci. Pourquoi les lois ne frappent que les plus faibles? Il y a des lois qui sont là dans nos tiroirs depuis longtemps en faveur de ceux qui vendent là. Je prends la loi sur le commerce en détail en faveur des Congolais. Il n'a jamais été appliqué. C'est l'étranger qui jouit du monopole de la vente en détail. Si cette loi était appliquée, c'est sûr que les Congolais n'allaient pas vendre de manière anarchique et créer de manière anarchique les petits marchés. Voilà un peu mon inquiétude la plus absolue vis-à-vis de ce qui se passe à Pointe-Noire, parce que c'est sûr que derrière, ce qui est sûr que derrière une petite table, il y a une grande famille. Il y a beaucoup de bouches. Beaucoup de mouches. Okay, merci. Nous mettons donc fin à ce deuxième sujet. Je vous invite à observer une pause publicité. Nous allons revenir bien après.